France Mission, Covid-19, récit de jeunes soignants en temps de crise. Un podcast du collectif Derrière la blouse. Depuis quelques semaines, nous le pressentions. En France, l'épidémie progresse, le nombre de malades explose et les mesures sanitaires s'intensifient. Le virus vient bouleverser nos modes de vie et tout particulièrement celui des soignants. Ce podcast raconte le vécu des jeunes professionnels de santé et des étudiants touchés de près ou de loin par l'épidémie. À travers leurs témoignages, nous explorerons le rôle de ces jeunes femmes et hommes devant s'adapter à la crise et transformer leurs pratiques. Entre mobilisation, confinement et réquisition, nous vous transmettrons l'expérience de cette génération de soignants face aux défis d'aujourd'hui. Chapitre 1 : L'attente. Épisode 1 : Luna, Isaac et Marin. Pour commencer ce podcast, nous avions souhaité recueillir les voix d'étudiants en santé. Ceux qui partagent, comme nous, cette double fonction à la fois étudiants à l'université et personnel hospitalier. Nous avons échangé avec des externes en médecine qui nous racontent la façon dont ils ont appréhendé l'arrivée du virus dans leur quotidien. Comment ont-ils entendu parler du virus ? À quel moment l'inquiétude d'une épidémie en France va-t-elle les faire réagir ? Comment les mesures sanitaires et l'annonce du confinement viennent modifier leur vie ? Luna nous raconte l'attente à travers ces derniers jours avant l'état d'urgence sanitaire. Alors moi je suis externe et puis comme beaucoup d'autres externes ici, je suis confinée chez moi, dans mon appart, depuis mardi. Comme je suis en période de cours, là on alterne entre un mois de stage et un mois de cours à Nantes. J'ai pas été beaucoup à l'hôpital finalement ces dernières semaines, j'ai été juste pour des gardes. Et puis avant finalement, on n'en entendait pas trop parler encore de ce coronavirus. En fait, on en entendait surtout parler par les médias parce que à l'hôpital ou à la fac, pas tant que ça, et on se disait bon, c'est une grosse grippe, ça va passer. Et en vrai, pour être honnête, ça m'énervait même un peu qu'on en parle autant et qu'on rabâche en continu à la télé qu'il fallait se laver les mains, alors que pour nous c'était évident et que pour la grippe qui tue beaucoup aussi, on n'en parlait pas tant que ça. Il y a un mois, j'imaginais pas du tout qu'on en arriverait là. Quand les événements étaient limités, d'abord à 5000, puis à 1000 personnes, nous on croisait juste les doigts pour que le gala des étudiants en médecine soit maintenu. On l'attend tous les ans en fait avec beaucoup d'impatience, c'est la course pour avoir sa place, on discute de la tenue idéale, on se dit qu'est-ce que tu vas mettre, on s'organise pour savoir comment on y va, on discute pour savoir qui se met à notre table. Et puis finalement très vite on a commencé à se dire de toute façon ça sert à rien de se prendre la tête, le gala il va être annulé. Au début j'y croyais pas trop, et puis petit à petit on a commencé à se dire si en fait. On sentait bien que la situation elle était plus grave qu'on l'imaginait. Peut-être qu'au début, finalement, on se disait les médias, ils en font des tonnes comme d'habitude. On n'imaginait pas vraiment que ça puisse arriver jusqu'à nous. Et pourtant, maintenant, on se dit que c'était prévisible, que c'était même évident et que ça aurait pas pu être autrement. Bref, le gala a été annulé, évidemment, comme tout plein d'événements, tour à tour. Et puis, il y a eu le premier discours du président, puis les municipales, puis les débats à la télé. Tout le monde parlait plus que de ça, du Covid-19, et puis on finit, nous aussi, par ne plus penser qu'à ça. Vendredi dernier, on était en restaurant en famille, on fêtait les 18 ans de ma petite sœur, et je me souviens que ça faisait vraiment partie de nos habitudes d'y penser, parce qu'on a même eu le réflexe de regarder l'espacement des tables pour voir s'il y avait bien 1 mètre entre chaque personne, si ça respectait les mesures qui avaient été données. Et c'est là-bas au restaurant qu'on a appris que tous les lieux publics qui n'étaient pas indispensables seraient fermés à partir de minuit le soir même. On est arrivé au restaurant, il était 20h, et le soir même, c'était quand on est parti à 23h50, les dernières minutes, et on était les derniers clients de ce restaurant. C'était brutal comme ça, et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu la réaction des restaurateurs qui étaient là, qui bossaient, et qui étaient sidérés
mais qui faisaient mine de rien parce qu'il fallait assurer le service jusqu'à la dernière minute, et qui après ont un peu lâché ça. On en a discuté et c'est vrai que c'était brutal. C'était assez irréel en fait, parce que nous on sortait d'une soirée qui était hyper agréable en famille, et on s'est dit, ah bah putain, c'était in extremis, c'était peut-être la dernière fois, la dernière occasion, avant longtemps. Mais on savait même pas combien de temps en fait. C'était étrange, on se rendait compte que c'était assez exceptionnel et que c'était assez grave ce qui se passait. Mais nous, on était là, on était contents, on sortait du restaurant, on était en famille. Et ça avait pas changé grand-chose à notre vie. Donc, c'était vraiment deux poids, deux mesures. D'un côté, on était inquiet parce qu'on entendait parler, on pouvait pas le toucher du doigt. Et de l'autre côté, on continuait de vivre. En quelques jours, ça avait envahi les médias, puis après nos esprits, puis complètement nos habitudes. Et c'est allé très vite, mine de rien, quand on prend le recul. Et le confinement, ça c'est certain, il y a un mois, je l'aurais pas imaginé. J'étais de garde aux urgences lundi quand ils l'ont annoncé au Circuit Debout. Circuit Debout, c'est en gros, c'est là où il y a les patients qui ont des urgences qui sont pas graves et qui peuvent être debout, comme son nom l'indique. Et en gros, sur le chemin pour y aller à cette garde, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais entendu que c'était plutôt calme, qu'il y avait pas beaucoup de patients, que les gens avaient bien entendu la consigne de pas aller aux urgences pour rien. Mais j'avais un peu la boule au ventre parce que en fait, je savais pas. Là-bas, sur les 4 box, il y en avait un qui était réservé aux suspicions de Covid. Tous les soignants avaient un masque pour éviter de transmettre un virus qu'ils auraient pu attraper vu qu'ils y étaient exposés. Et sur les bureaux, dans les box, on avait un protocole. Et il y a un chef qui passe, un chef des urgences, qui vient et qui change ce protocole. Et mon interne là me regarde et me dit je le vois passer tous les jours, lui, en ce moment, pour changer les protocoles. Tous les jours, il y a un nouveau protocole. Bon, en gros, là, on teste plus que les patients qui sont hospitalisés. Et le but, c'est d'éviter d'épuiser trop vite les tests et puis surtout d'adapter les mesures de protection. Enfin bon, c'était calme. Il y a eu très peu de patients ce soir-là et comme m'avaient dit mes co-externes, finalement, je me suis dit, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens, ils ont compris. Ils engorgent vraiment pas les urgences, ils viennent pas pour des petits bobos. Alors que d'habitude, en circuit debout, c'est vraiment la course, quoi. Les patients, ils attendent des heures avant de pouvoir être vus, des heures avant d'avoir un examen. Et là, c'était assez irréel, encore une fois. C'était nous qui attendions. C'était un peu différent en box-med. Box-med, c'est là où les patients sont un peu plus graves. Ils sont allongés. Et sur le tableau de programmation, on voyait que la moitié des lits étaient réservés aux suspicions de Covid. En gros, il a fallu s'adapter parce qu'il faut bien continuer le service pour les personnes qui viennent, qui ont besoin d'autre chose, pour d'autres pathologies qui peuvent être graves aussi. Enfin bref, c'était toute une organisation qui changeait. Ça avait l'air encore gérable, mais c'était comme un sentiment étrange de calme avant la tempête. Ce témoignage vient mettre en valeur le doute dans lequel on s'est tous retrouvés. Comment continuer à vivre tout en alertant son entourage? Il est difficile de réaliser que les choses peuvent aller aussi vite, que l'on n'était peut-être pas préparé, voire dans le déni. Isaac, externe en 4e année, a lui aussi vécu l'attente de l'épidémie. Grâce à des expériences de recherche en immunologie, il a très vite été alerté par la situation. Ensuite, informé par ses proches sur la crise en Italie, il nous apporte un autre témoignage sur une période trouble, pleine d'appréhension. Donc moi j'ai entendu parler du SARS-CoV-2, à l'époque c'était ça, il s'appelait pas encore Covid-19, c'était mi-décembre à peu près sur Twitter où je suis l'actualité scientifique des journaux un peu médicaux. Il y avait les premiers articles dans le Lancet, le New England, Cell qui commençaient à parler de ça et de parler de l'épidémiologie et de la physiopathologie justement. Euh, voilà, c'était à peu près à cette période-là que j'ai commencé à suivre à suivre un petit peu l'actualité. Et puis il y avait pas mal déjà à l'époque, il y avait des petites cartes qu'on pouvait télécharger, enfin des sites qui se réactualisaient en permanence, où on pouvait voir la progression du virus, tout ça. Et j'avais commencé à suivre ça mi-décembre. En fait, c'est assez bizarre. Au début, je me suis dit, bah, c'est évident,
ça va arriver chez nous, enfin, vu la vitesse à laquelle ça se propageait en Chine, le nombre de personnes infectées, dans les articles, ils disaient que le R0 était de 2,5, 3, enfin donc je me suis dit, ouais, c'est sûr, ça va arriver, et puis voilà, et puis après, il y a eu une petite période un peu de creux. On a eu les quelques cas clusters en France, là, aux contamines, tout ça, c'était début janvier. Et puis après, je sais pas, je me suis dit, ça va, enfin, il se passe. Finalement, c'est. Je sais pas, j'ai un peu pas trop pensé à ça, j'ai pensé un peu à autre chose, et puis après, finalement, là, enfin, ça a commencé à avoir des chaînes de transmission plus importantes, à s'amplifier. Et là, je me suis ouais, vite dit que en fait, ok, ouais, ça allait être pareil chez nous, vers ouais, en fin janvier. J'arrivais pas du tout à me projeter à ce que ça pouvait donner dans nos vies quotidiennes, en fait. C'est vrai que j'avais eu un peu du mal à visualiser ça au début. Voilà, quand on voit les points, l'espèce de gros, les cercles, les disques grandir sur une carte comme ça sur Internet, c'est pas évident de visualiser qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, dans le quotidien, dans nos vies. Et c'est vrai que j'avais pas. Ouais, j'imaginais pas trop en fait ce que ça allait donner. Mais voilà, c'est plus après, quand il y a eu les cas en Italie, les choses comme ça, ou même aux Contamines, c'était pas loin de là où je pars faire du ski. J'ai vu les mesures concrètes que ça représentait. Là, je me suis. Ouais, je sais pas, là, je me suis plus représenté ce à quoi ça pouvait correspondre. J'ai commencé à me dire que ça allait être compliqué en France quand j'ai vu que la situation en Italie, en fait, parce qu'il s'avère que j'ai ma sœur qui vit en Italie du Nord, et du coup j'ai vite suivi la situation, et j'ai des copains aussi qui sont à la fac à Milan qui m'en ont parlé et qui m'ont dit justement en médecine, ils disaient et donc là je me suis dit ok, ça va être compliqué en France. Et du coup, ouais, j'avais même demandé assez vite à notre doyen est-ce qu'il y avait des mesures à faire, est-ce qu'on allait préparer les étudiants. C'était ouais, mi-février. Mi-février. J'avais demandé donc à notre doyen s'il y avait des trucs à faire à la fac, si on devait pas informer les étudiants un peu, leur faire des formations sur l'hygiène, les sensibiliser un peu sur le virus, parce que ce qui m'étonnait le plus en fait, c'est que personne n'en parlait en fait à cette époque-là encore parmi les étudiants à la fac de médecine. Ça restait encore un peu, personne voyait ça comme une menace. Et moi, je m'étais inscrit au MOOC il y avait des MOOC sur le CDC, les choses comme ça, et qui montrait comment ça évolue, une épidémie et tout ça. Et donc, en fait, je me disais, ok, peut-être qu'il y a des choses à faire un petit peu. Et puis, à l'époque, tout le monde a dit, enfin, moi, on m'a répondu, c'est un problème de l'hôpital. Et donc, j'avais pas trop creusé la question. Je m'étais dit, bon, ok, ouais, enfin, ils ont pensé, ça va se régler, quoi. J'étais pas inquiet, en fait. L'inquiétude, je pense qu'elle est venue quand les gens ont paniqué autour, en fait, plus du fait de leur surprise et de voir les gens dont je pensais qu'ils étaient en mesure enfin, qu'ils avaient mesuré l'arrivée de la chose, en particulier les décideurs, les politiques, qui avaient encore un discours au début très rassurant. On entendait beaucoup les médecins dans les médias dire c'est une grippe et tout, et tout ça. Et puis d'un coup, le discours a changé, et on lisait vraiment la panique dans leur discours. Et c'est là que je me suis dit, en fait, euh, je panique du fait qu'ils ne soient pas préparés et qu'il n'y ait pas une prise de conscience. En fait, c'est plus ça qui m'a inquiété que la venue du virus et l'épidémie en elle-même. Marin, étudiant en dernière année de médecine, vit aussi un moment particulier. Il prépare le concours de l'internat, ou ECN, et a donc passé la dernière semaine en examen. Maintenant, il va retourner à l'hôpital. Personnellement, j'ai envie d'y retourner parce que c'est vrai qu'en fait, on a quand même pas mal d'informations via les réseaux sociaux.
Et c'est vrai que du coup, on est un peu témoin de ça sans vraiment pouvoir faire grand-chose. Et ça, c'est quand même un petit peu difficile d'avoir des témoignages parfois compliqués, parfois ou simplement sur des prises en charge. Parce que par exemple, c'est vrai qu'on est encore dans des mailings parfois de services. Enfin, c'est normal qu'on fasse qu'on reçoive des informations du service, mais parfois c'est des choses qui sont un peu précises sur le Covid, et donc en fait on est témoin de la chose, mais on peut pas agir, et ça c'est quand même très frustrant. C'est quelque chose de totalement nouveau, on n'était pas préparé à ça dans nos cours et dans notre formation à l'hôpital, comme tous les soignants en fait. C'est vrai que c'est un peu un truc qui nous tombe tous dessus. Euh, Est-ce que oui, donc je suis angoissé de ce côté-là. Après, pour ce qui est de l'épuisement des soignants, ça va faire partie de la chose, hein. On sait que c'est très demandant en énergie. On l'a vu en Chine, on avait des images quand même assez compliquées à voir, avec effectivement énormément de gens dans les hôpitaux, des soignants qui font beaucoup d'heures, enfin qui sont obligés d'enchaîner les heures, etc. Après, là, je suis en fait, en gros, on fait partie de la réserve, donc en fait, l'objectif des hôpitaux, ça va être d'organiser un tour de roulement. Donc, ils vont essayer d'organiser ça. Donc, je pense que ce sera pas non plus si dramatique que ça, et que une fois qu'on sera lancé dedans, un rythme va s'installer et les choses vont se dérouler. Peu importe notre rôle dans la société, notre ressenti de la situation est important à analyser. Adrien, externe, nous livre ce poème. La quatorzaine. C'est le matin, jour 1. Les Français travaillent, ne se doutent de rien. À l'hôpital, jour 2, les patients frémissent, les soignants sont peu. Dans les villes, jour 3, on se touche, on s'embrasse entre soi sans émoi. Aux infos, jour 4, une maladie au loin nous fait débattre. Dans l'avion, jour 5, une dame tousse, en première en trinque. Entre les hommes, jour 6, le virus circule, nous sommes aux prémices. Les médecins, jour 7, alertent les sommets, sourds à la tempête. Dans tous les corps, jour 8, les humeurs s'échauffent, gorges et yeux s'irritent. Aux urgences, jour 9, une femme s'éteint, un homme se lève veuf. Le président, jour 10, avec les ministres, comprennent, blêmissent. Tout au sommet, jour 11, ils s'affairent et crient tous, ils n'ont rien de bonze. Les soignants, jour 12, sont au front vaillamment, combattant dans la bouse. Citoyens, jour 13, restez tous confinés, conduisez-vous en gèse. Chers Français, jour 14, aidez-nous, car c'est la guerre, comme un 14. Dans un prochain épisode, d'autres soignants, avec leur regard et leur expérience singulière, continueront à nous raconter leurs histoires. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles transmissions.